Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'avais prévu de faire une vidéo qui aurait dû s'intituler « Histoire de la fausse histoire ». Mais en faisant mes recherches pour la préparer, je suis tombé sur un personnage du nom de Fra Iacondo et que nous appellerons Frère Joconde. Et je me suis dit qu'il méritait que je fasse une micro-vidéo pour en parler et éviter de surcharger avec ça ma vidéo de l'histoire de la fausse histoire. Le but ici est de montrer que le monde de la fausse histoire est un petit monde dans lequel on retrouve toujours les mêmes et qui dessine en creux un réseau. Ça va nous permettre également de faire un petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos depuis le début de la chaîne, puisqu'il s'agit sur ces questions d'abord d'une réflexion, d'un questionnement, d'un cheminement. J'ai découvert la fausse histoire il y a seulement 2 ans, quand j'ai compris qu'Hérodote, le père de l'histoire, n'avait pas vécu avant la rédaction des évangiles et probablement guère avant l'impression de son livre au début du XVIe siècle. Cette affirmation qu'Hérodote n'a pas existé est pour moi un fait établi, démontré par la présence constatable de nombreux détails dans son texte pointant vers le livre d'Esther et les évangiles. Le pseudo-Hérodote voulait que l'on découvre la supercherie. Il nous a laissé tous les indices pour ce faire, que malheureusement, ou bien sûr, les historiens ont jusque-là lâchement occulté, pour nous faire croire à l'histoire officielle, malgré l'énormité de celle-ci. Et donc je suis le premier à rendre compte de ce fait de façon explicite. Mais cette première découverte avait des conséquences, en particulier qu'elle imposait l'idée que ce que raconte Hérodote sur l'histoire de l'Égypte antique et sur l'histoire de la Perse, il ne pouvait pas le connaître et donc il l'invente. Ainsi, si l'on retrouve les noms des pharaons gravés en hiéroglyphes sur les annales royales en Égypte, dans les murs, gravés dans les murs, eh bien, des noms identiques à ceux des histoires d'Hérodote, ce n'est pas la preuve que ma théorie est fausse, puisque la centaine de détails faisant référence à la Bible et aux évangiles sont bien dans le texte d'Hérodote et qu'il est impossible de le nier, mais bien au contraire que ces annales royales, quand bien même elles soient gravées dans la pierre, n'en sont pas moins des faux. J'acquis ainsi l'intime conviction que l'archéologie n'était pas tant la recherche de vestiges du passé, mais bien au contraire la fabrique d'un passé imaginaire à destination du présent. L'idée peut paraître absurde, délirante, mais c'est ma propre raison et les règles de la logique qui m'en ont fait décider ainsi. Je m'intéressais alors à l'histoire des obélisques, et en particulier à l'érection en 1586 de l'obélisque du Vatican, place Saint-Pierre à Rome, que je tiens pour faux, non pas à cause de lui, puisque lui, il est sans écriture, mais les autres obélisques possèdent des écritures hiéroglyphiques, et bien qui reprennent les noms inventés par Hérodote. Donc les obélisques sont faux et datent probablement du XIVe, du XVe ou vraisemblablement du XVIe siècle. Et là je tombais sur ce que je considérais comme étant une anomalie, un bug dans la matrice, à savoir que l'architecte Domenico Fontana, qui comme son nom l'indique était aussi un grand spécialiste des travaux hydrauliques, se trouva être celui qui construisit quelques années plus tard l'aqueduc qui traversa les ruines de Pompéi sans jamais les rencontrer. Mais aussi, il y avait la présence dans ces deux affaires, celle de l'obélisque du Vatican et du site de Pompéi, d'un autre personnage, un auteur de l'Antiquité romaine, Pline l'Ancien, qui raconta la traversée de la Méditerranée par l'obélisque, à peu près à la date de la mort de Jésus-Christ, et qui mourut lors de l'éruption du Vésuve, qui engloutit en 79 après Jésus-Christ la colonie romaine de Pompéi.
Nous le savons grâce à son neveu, Pline le Jeune, qui raconte cette éruption et la mort de son oncle dans des lettres qu'il écrivait à Tacite. Alors Tacite, bien, retenez ce nom, nous en parlerons davantage dans notre prochaine vidéo de l'histoire de la fausse histoire, puisqu'il fut mis en cause au XIXe siècle par Polydore Hochart, qui affirmait que Tacite, en particulier ses histoires et ses annales, étaient un faux du XVIe siècle. Nous y reviendrons. Un faux produit par le Podge, grand découvreur de manuscrits anciens et grand falsificateur dans l'éternel. Donc on avait ces deux personnages, Domingo Fontana et Pline l'Ancien, qui étaient bien sur ce qui est devenu les deux plus grands sites de l'archéologie antique, à savoir bien le site de Karnak en Égypte et le site de Pompéi en Italie. C'est de mon point de vue une coïncidence énorme qu'on a du mal à s'expliquer. Il y a aussi une autre coïncidence, c'est que 3 ans avant l'érection de l'obélisque du Vatican, eh bien, Scaliger publie la chronologie qu'il rend célèbre. Évidemment, tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin au récentisme savent que c'est seulement dans ces années-là que fut établie la chronologie universelle que nous utilisons encore aujourd'hui. Avant cette date, diverses chronologies pouvaient être utilisées, mais sans qu'on sache vraiment comment les raccorder entre elles. Ce fut l'œuvre de ce Scaliger, qui était un huguenote, dont le papa s'appelait Jules César. Ça ne s'invente pas. Et puis complété ensuite par des jésuites qui rattachèrent l'ensemble des chronologies, dont la chronologie islamique et chinoise, pour en faire une chronologie universelle, acceptée par tous, et qui nous permet de donner avec une précision mathématique la date de naissance et la date de la mort de tous les personnages connus sur la Terre et dans l'espace. Mais une chose est moins connue, et c'est Wikipédia qui nous l'apprend, c'est qu'il montrait que l'histoire ancienne ne pouvait se confiner à celle des Grecs et des Romains, mais devait aussi inclure celle des Perses, des Babyloniens et des Égyptiens, jusque-là négligée, et celle du peuple juif, traitée alors comme une branche des études bibliques. Voilà que nous retrouvons notre Hérodote, voilà qu'il n'est peut-être pas surprenant que la première mention de la stèle de Behistun eut lieu peu de temps après, puisque c'est en 1598 que Robert Sherley, un Anglais au service de l'Autriche, la découvre dans une mission diplomatique en Perse. On a l'impression que c'est au XVIe siècle que furent inventées l'Égypte antique, celle des pyramides et des obélisques, et puis la Perse antique, celle de Babylone, disons le creuset d'Israël. Alors on l'a vu dans mes autres vidéos, ça sera vraiment le 19e siècle qui apportera ensuite de nouveaux artefacts archéologiques qui justifient, qui corroborent l'existence de la Perse antique et de la Babylone antique, et qui sert en fait de décor à Israël et justifie le retour des Juifs en Palestine, dans l'ancienne Syrie. Les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, mais bien au contraire, elles se sont déroulées dans le temps long par une préparation petit à petit des esprits, des idées, pour ensuite arriver à convaincre finalement le public, la terre entière, de l'inéluctabilité des choses. On voit bien que finalement Adolf Hitler, lui, il arrive au bout de ce cheminement pour le concrétiser, mais que ce cheminement a commencé plusieurs siècles avant sa naissance. Donc voilà, c'était pour dire un petit peu d'un mot du contexte et résumer finalement rapidement 2 ans de recherche sur la fausse histoire. Dans une prochaine vidéo, donc histoire de la fausse histoire, j'essaierai de détailler un petit peu
les différentes étapes de construction de cette fausse histoire. Ce sera une prochaine fois. On va revenir sur notre frère Giovanni Giocondo, ou frère Iacondo, que nous appellerons frère Joconde. Il naît à Vérone en 1433 et décède à Rome en 1515, la fameuse date de la bataille de Marignan, que tout le monde connaît évidemment. Il était architecte, archéologue classique, c'est-à-dire s'intéressait à l'Antiquité, philosophe, ingénieur, restaurateur, érudit classique, c'est-à-dire qui s'intéressait aux écrits de l'Antiquité, et écrivain. Cet homme était vraisemblablement un génie, un véritable génie, puisqu'il avait la capacité de concilier le travail d'architecte et celui d'érudit et de découvreur de parchemins anciens. Le métier d'architecte, c'est un métier complexe, qui demande beaucoup de concentration, de temps et de travail, mais ce bonhomme-là, il avait la capacité de concilier ces deux activités. On nous dit qu'il est frère, alors tantôt frère prêcheur de l'ordre des Dominicains et tantôt franciscain, on ne sait pas trop. Mais là encore, c'est un statut qui colle mal à son activité. Les frères dominicains sont des prêcheurs et puis des contemplatifs. C'est-à-dire qu'ils sont censés passer leur temps dans les livres et puis la prière. C'est aussi un peu le cas des franciscains, je ne sais pas exactement, mais c'est des activités qui n'ont rien à voir avec le métier d'architecte. Et si on veut parler de fraternité et d'architecture en même temps, on a une expression aujourd'hui, on appelle ça un frère Latruelle, c'est-à-dire un franc-maçon. Bon, certains pourraient objecter que la franc-maçonnerie n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, avec une origine écossaise. Ne les écoutez pas, c'est une blague. Les francs-maçons, peut-être qu'ils n'avaient pas ce nom-là à cette époque-là, mais ils existaient déjà au moins au XVIe siècle, et qu'ils remontent probablement bien avant, c'est-à-dire au moins à l'époque des croisades, au XIe ou au XIIe siècle. Par évolution successive, évidemment. Ils ne sont pas nés en un seul jour. Alors, davantage que ses travaux d'architecte, qui pourtant furent nombreux, il est surtout connu pour avoir été le premier à éditer Vitruve. Vitruve est un auteur bien connu des architectes puisqu'il publia avant notre ère, le 1er siècle avant notre ère, un manuel d'architecture bien nommé De Architectura. Manuel toujours enseigné dans les écoles d'architecture et qui permit à la Renaissance de construire en suivant les règles antiques. Officiellement, ce n'est pas frère Joconde qui donne son nom à la Joconde de Vinci, c'est possible. Mais aussi, on apprend qu'il mit à jour et fit publier des dizaines de lettres de Pline le Jeune à Trajan, empereur romain. Ce fameux Pline le Jeune, à qui l'on doit la description de l'éruption de Pompéi et la mort de son oncle Pline l'Ancien, en 79 après Jésus-Christ. Eh bien donc, frère Joconde participa à la diffusion, la publication et la découverte de ces fameuses lettres. Ici, il s'agit des lettres de Trajan, mais sans doute un copain à lui découvrit celle à Tacite. Un petit détail encore, c'est que, à l'instar de Domenico Fontana, il n'éleva pas que des bâtiments, mais il construit également des aqueducs. Histoire d'aqueducs qu'on retrouve également dans les échanges entre Pline le Jeune et Trajan. Puisque Pline le Jeune, à cette époque, donc à l'époque de Pompéi, disons, lui aussi, c'était un gars qui avait beaucoup de talents, de très très nombreux talents, d'administrateur, d'écrivain, etc. Il était gouverneur de Nicodémie, donc dans l'actuelle Turquie, à côté du Bosphore, proche d'Istanbul, et ce qui n'empêcha pas de nourrir une abondante correspondance avec Trajan qui était resté à Rome. Il avait d'ailleurs de cesse de demander, mais envoie-moi
des architectes pour l'aider dans des travaux, là aussi, de canal et d'aqueduc. Revenons à notre frère Latruelle, le frère Joconde. Il était ami avec Alde Manucci. Manucci, un imprimeur italien installé à Venise. Aldo était le plus gros imprimeur de son temps. À l'aube de la Renaissance, il était spécialisé dans la publication de livres antiques, mais il n'agissait pas pour le gain financier lié à la vente des livres. Il travaillait à perte, il était financé par des mécènes. Il avait été le précepteur d'Alberto III Pio, prince de Carpi, lui-même neveu de l'humaniste Pic de la Mirandole. Philosophe et érudit, Pic de la Mirandole était un chrétien homosexuel proche d'érudits juifs. Syncrétiste, il cherche à fonder une cabale chrétienne visant à appliquer les méthodes de la cabale juive au christianisme, mais aussi à concilier Aristote et Platon avec la foi chrétienne. Il fut l'ami de Laurent de Médicis, caractéristique commune à Pic de la Mirandole, Alberto III et Alde Manucci. Ils furent tous proches des Médicis, cette famille de banquiers florentins, protecteurs des Juifs, et qui donna 3 papes et 2 reines de France. Les Médicis n'étaient pas seulement des banquiers, c'étaient également des amateurs d'art et de la philosophie humaniste. C'est avec leur fortune qu'ils financèrent l'impression d'une grande quantité de littérature attribuée aux Grecs anciens et romains. On peut lire par exemple ce que déclare Alde Manucci à propos de Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique. Il dit ceci: mais ce n'est pas seulement à Lascaris que nous sommes redevables de tant de richesses littéraires qu'il a recueillies en Grèce. C'est surtout à Laurent de Médicis, car ce fut lui qui donna cette mission à Lascaris, avec une générosité et une largesse toute royale. Jamais la famille de Médicis n'a cessé d'encourager et de protéger les lettres et tout ce qui est beau et bien. Beau et bien, évidemment, allusion à Platon. Mais quelque grands que soient les services rendus au monde par Laurent de Médicis, dans ces temps malheureux, celui qui les surpasse tous est de nous avoir donné Léon X. Léon X qui est Jean de Médicis. Notre souverain pontife, fils glorieux, et puis là après c'est du grec, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sous ce pontife que tant de rapines, de meurtres et de crimes vont disparaître, ainsi que la guerre, cause première de tous les maux. Le monde sera renouvelé sous ce fils de la paix. Le voilà, celui que nous tous, affligés, opprimés, submergés, attendions comme le Messie. Le voilà, cet homme qui ramènera l'âge d'or et fera renaître dans le Latium la royauté des temps de Saturne. Le voilà, le lion, qui vaincra le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire la tribu de Juda, c'est les Juifs. Donc ici, le pape Léon X, Jean de Médicis, est présenté comme quelqu'un qui s'attaque aux Juifs. On voit ailleurs qu'en réalité, il n'en est pas tout à fait la même chose. Mais qu'au contraire, eh bien, les Médicis ont toujours été des protecteurs des Juifs. C'était des banquiers, dont eh bien, finalement on ne sait pas trop l'origine, sauf qu'ils avaient suffisamment d'or pour pouvoir prêter, faire du change, enfin faire le commerce de la banque, et ils étaient également donc protecteurs des Juifs. Outre frère Joconde, il tournait autour de l'imprimerie Alde Manucci toute une série d'érudits qui visitaient les monastères partout en Europe pour ramener des manuscrits célèbres, mais oubliés. Chaque découverte était abondamment récompensée, pièce sonnante et trébuchante, par l'aristocratie commerçante italienne. C'est par exemple Léon X, de son vrai nom Jean de Médicis, qui achète pour une petite fortune au Poggio les Annales de Tacite. On dit que pour un seul manuscrit de Tacite, le Poggio se fit construire une villa à Florence.
Outre Pline le Jeune et Aristote, Aldemanucci, ce bienfaiteur de l'humanité désintéressée, publia les travaux d'Hérodote. Un dernier mot sur Frère Joconde. Il fut le professeur de grec et de latin de Scaliger, l'auteur de la chronologie moderne, et qui nous conseilla de nous intéresser aux Perses et aux Égyptiens. On le voit, la diffusion de la littérature ancienne et de la fabrication de la fausse histoire tourne autour d'un petit monde qui cherche fortune et gloire sous l'œil fraternel de richissimes banquiers. On peut le dire avec un raccourci. C'est la banque, déjà internationale, qui fabriqua l'humanisme. Et Scaliger, qui produisit, pour ne pas dire fabriqua, la chronologie universelle que nous connaissons, participait de ce petit monde. Pour l'anecdote, eh bien, le mot banquier viendrait de cette époque où les Médicis auraient possédé un banc sur la place de Florence où ils pratiquaient le change. Il n'y a pas lieu de s'étonner à ce que la culture humaniste ait fini par produire notre société dépourvue de toute spiritualité et de grandeur d'âme pour laquelle ne compte que la valeur de l'argent. Soyons patients, nous arrivons au bout, ce temps se termine. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.